Maître Jean-Guy Zogo, alors Issa Chiroma, deuxième à l'élection présidentielle, se retrouve en Gambie. Là, sur le plan juridique, les Camerounais s'interrogent. Est-ce qu'il y a des accusations qui pèsent sur sa personne? Qu'est-ce qui peut justifier que le deuxième se retrouve hors de nos frontières à se comporter comme un fugitif, alors que, de mémoire de journaliste, est-ce qu'il y a des accusations qui ont été engagées contre la personne d'Issa Chiroma Bakary ou alors contre le FSNC, sa formation politique, et qui justifieraient qu'il se retrouve en exil comme c'est le cas aujourd'hui? Je n'ai pas la présomption d'avoir l'exhaustivité de l'information sur sa personne, Oui. mais aux dernières nouvelles, il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires. Je peux me tromper. Cependant, vous me permettrez déjà de poser les jalons de mon raisonnement à partir d'un fait simple. Le landerneau politique camerounais souffre des mêmes tares et des mêmes maux que notre société tout entière. Nous, les hommes politiques, on n'évolue pas en apesanteur, on n'évolue pas hors sol. Les flibustiers, vous en trouvez partout, même dans la politique. Voici les faits. Le président national du FSNC est un ancien ministre du gouvernement de la République. Oui. Gouvernement RDPC, gouvernement du président Biya. Il est devenu très populaire lorsqu'il était ministre de la Communication par ses sorties épistolaires contre les opposants et toutes celles et tous ceux qui considéraient que les élections étaient susceptibles d'être truquées au Cameroun. Et puis, il s'est découvert une virginité politique, sociopolitique, parce qu'à la faveur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il a démissionné du gouvernement, il s'est porté candidat, et puisqu'à un moment donné, le régime nous avait conduit à une sorte de désespoir, les gens se sont comportés comme des noyés qui s'accrochent à un serpent. On a vu des sorties alambiquées, des hommes religieux qui sont allés jusqu'à dire qu'il vaudrait mieux un diable que le président Paul Biya. Fort heureusement, on n'a pas eu un diable. Si tant il est que le diable existe même. Alors maintenant, le président national du FSNC a réussi l'exploit. Contrairement à ce que monsieur le maire dit, ce n'est pas impossible parce qu'il y a les circonstances. En réalité, ce n'est pas un animal politique féroce. C'est simplement que les circonstances lui ont permis de surfer sur le désespoir des Camerounais. Maintenant, et de surfer également sur le fait que ceux qui étaient déjà sur la place politique depuis un certain temps avaient déjà déçu les gens. Et il y avait un excellent communicateur. Je pense que les gens ont tendance à l'oublier. Le candidat Issa Chiroma Bakary doit quasiment tout au docteur Jean-Moïse Mbok. Parce que Jean-Moïse Mbok était sur tous les plateaux. Jean-Moïse Mbok a réussi l'exploit de vendre le projet d'un candidat sans pour autant le braquer contre l'ensemble de la classe politique. On a eu le résultat qu'on a eu. Il est sorti deuxième. Mais là où il a démontré qu'il n'est pas un homme d'État, c'est que ce qu'il fustigeait hier, il est le premier à le faire lorsque les élections sont échues et que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Paul Biya, candidat du RDPC, est vainqueur de l'élection, d'accord. Issa Chiroma Bakary estime que ce n'est pas vrai, c'est lui le gagnant de l'élection. Sauf qu'un homme d'État, c'est un homme qui est davantage préoccupé par les prochaines générations plutôt que par les prochaines élections. Admettons un temps soit peu qu'il ait effectivement remporté cette élection et qu'elle ait été truquée. Est-ce qu'on doit sacrifier les vies des Camerounais sur l'autel de la réalisation de ses ambitions personnelles? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît le système. Il est un acteur du système, un vieil acteur du système, et il ne devait pas forcément être surpris par ce qui allait se passer. Par contre, je trouve malsain qu'à un moment donné, il y ait tellement cru qu'il en soit allé à encourager que des jeunes Camerounais risquent leur vie. Et certains l'ont perdu. Et lui-même avait dit à un moment donné que jamais il n'abandonnera les Camerounais, même s'il doit le payer de sa vie. À la première incartade, il a pris la poudre des scapettes. Le voilà qui squatte en Gambie. Et depuis la Gambie, il prétend être président élu du Cameroun. J'appelle ça de la schizophrénie politique. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de prendre les Camerounais pour des dupes. Vous ne pouvez pas être un acteur d'un système pendant 40 ans. Et puis un matin, vous devenez celui qui va sortir le Cameroun de l'ornière. Peut-être la pensée que la révolution, c'est de l'intérieur. On peut être acteur d'un système pendant 40 ans et ne pas forcément partager certaines orientations de ce système. Loin de moi l'idée de disconvenir de ce que, si vous voulez changer le monde, vous devez déjà commencer par vous y faire une place. Oui. On est d'accord.
Sauf qu'il s'y est fait une place depuis très longtemps. Il n'a rien changé du tout. Maintenant, quand il veut subitement se faire une nouvelle virginité politique, il oublie que les Camerounais, même s'ils vous donnent l'impression qu'ils sont toujours en train de patauger dans le divertissement, n'ont pas forcément la mémoire courte, puisque les vidéos de Issa Chiroma Bakary, ministre de la Communication, sont sorties. Moi, mon problème, c'est que, normalement, si vous connaissez bien le système et que vous arrivez deuxième à l'élection, vous capitalisez ça. Il avait une telle dynamique qu'il aurait forcément modifié la coloration de l'Assemblée nationale et des conseils municipaux. Mais il a fait comme quelqu'un avant lui, qui a également passé son temps à nous dire qu'il est président élu, qui a commencé à surfer ensuite sur le mandat impératif, qui est aujourd'hui dans un imbroglio avec un jeune frère qui est président de parti, on ne sait pas trop, une histoire de Nyango de 100 millions. Voilà un homme qui est supposé être d'envergure sur le plan intellectuel et qui se rapetisse sur le plan politique. Parce que Issa Chiroma Bakary, deuxième à l'élection présidentielle, avait la capacité d'aller à l'élection, aux élections législatives et municipales et de modifier la coloration politique de l'Assemblée et des conseils municipaux. Et il aurait dû tirer les leçons justement de notre compatriote qui est également un aîné en politique. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que parfois, les carrières politiques comme la sienne prennent fin. Non pas parce que les gens ne sont pas brillants, mais simplement parce qu'à un moment donné, ils ont fait passer leurs intérêts personnels devant les intérêts supérieurs de leur pays. Vous pouvez être gagnant d'une élection, celle-ci est même truquée, mais vous vous asseyez et vous vous dites, qu'est-ce que le Cameroun gagne à ce que du sang soit versé au fait que moi je devienne président? Est-ce que ce que j'ai obtenu ne peut pas être une opportunité à saisir pour rebondir et aller maintenant plutôt m'imposer dans un autre pouvoir, en l'espèce le pouvoir législatif, et de peser sur la décentralisation à travers les conseils municipaux? Mais quelqu'un s'est dit, bon voilà, mon marabout m'a dit que c'est moi le président, et puis bon, il s'arc-boute. Et les gens sont prêts à mourir pour ça. Merci, Maître Zogo. On prend l'avis de Jean-Moïse Mbok sur le plateau. Plus besoin de préciser la posture qui a été la vôtre pendant cette présidentielle-là, en tant que porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakary. Si, justement, on faisait un feedback, ou alors un retour en arrière, Jean-Moïse Mbok, est-ce que vous pensez que c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire? On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire différemment, on aurait pu, avec d'autres acteurs, espérer beaucoup plus que ce qui n'a été obtenu. Qu'est-ce qui a manqué à Issa Chiroma dans ce moment important de son histoire politique et que, justement, il pourrait payer avec cet exil en Gambie? Ok, c'est vrai que l'exercice est compliqué, mais bon, très compliqué. Je vais y aller. Il faut simplement prendre 2 temps. Le premier temps, c'est la démission, justement, comme le maire disait, la déclaration de candidature, la validation de la candidature, la campagne électorale en elle-même jusqu'au jour du vote. Parce que j'ai été porte-parole pendant justement cette période et je ne peux parler que de cette période-là. Parce que après, on n'aurait pas pu, on aurait dû ne pas faire ce qui s'est passé après. Après, la communication vous a échappé? Ou alors le candidat a été happé par d'autres forces? Ma communication, initialement, s'arrêtait d'abord à la fin de la campagne, au jour du vote, ce qui a été fait. Après, il fallait donc se redéployer parce que c'est une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'après l'élection, on n'est plus en campagne. Donc, il y a un narratif nouveau qu'il faut adopter. Donc, le but était encadré clairement, c'était jusqu'à la fin de l'élection. Après l'élection, donc, autre chose devait arriver. Alors, moi, ce que je veux premièrement dire ici, c'est qu'il faut déjà reconnaître qu'on a eu une très belle dynamique, on a eu une très belle équipe, des gens qui se sont associés à nous, certains qui le faisaient officieusement, certains qui le faisaient officiellement, mais qui ne donnaient que des idées constructives pour la nation. J'ai pu me rendre compte que beaucoup de Camerounais, justement dans le fait qu'on voulait autre chose, n'étaient pas ennemis de la nation Cameroun. C'est-à-dire que tous les gens qui nous apportaient des propositions, des suggestions, des idées, des avis, c'était vraiment dans une dynamique d'aller faire la différence par la voie légale qui est la voie des urnes. Et le travail qui a été fait justement dans cette dynamique. Le narratif qu'on a tenu était écouté, il a servi de l'intérieur, il a la capacité intellectuelle et technique
et même matériel pour accompagner le Cameroun nouveau. Et nous pensons donc que dans le Cameroun nouveau, il faut mettre les choses à plat, il faut faire des réformes et repartir. Donc le langage était celui de la rupture et de la reconstruction. Ce que naturellement tous les Camerounais attendent, même ceux du RDPC. Bien sûr. Parce que... c'est vous qui le dites. Non, quand je dis le RDPC sur ce plateau, je ne sais pas si c'est ce qui passe. Laissez-moi finir. Restons sur... Même ceux du RDPC, parce que le discours du chef de l'État le dit. Il a parlé des réformes. Je suis pas en train de... Écoutez, nous sommes dans un rendu sain. Il ne faudrait pas qu'on amène des piques ou de mauvaises intentions. Je veux que ce soit vraiment sain, que ce soit propre. Parce que jusqu'au jour du vote, tout était propre. Je vous dis que c'est le sale qui arrivait après là, ça ne nous concerne pas. Je dis le propre était propre parce qu'il y avait une belle dynamique. Il y a des jeunes qui sont associés à ce qui était fait. Et le ministre Issa Chiroma Bakary n'avait jamais montré, je dis bien jamais montré la moindre intention de se retourner ou de ce qu'on a vu après. Ça n'avait jamais été traduit un caractère subversif. Jamais. Encore que c'était la République d'abord, le pays d'abord, la nation d'abord. C'est pour ça que nous autres nous sommes sonnés. Moi j'ai été KO pendant pratiquement une semaine parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait à la suite par rapport aux décisions, aux choix, aux positions. Mais je veux rappeler, parce qu'il faut le rappeler, c'est un homme qui aime le Cameroun. C'est un homme qui a servi le Cameroun et qui veut continuer de servir le Cameroun. C'est un homme comme les autres qui peut commettre des erreurs, qui peut commettre des impairs. Jean-Maurice, là, vous en parlez avec beaucoup de sympathie, c'est votre droit. Non, beaucoup de peine. Beaucoup d'empathie. Beaucoup de peine. C'est votre droit. Mais Maître Zogo sur le plateau rappelle quand même le narratif qui a été celui de l'après-promulgation des résultats, où il y a eu des morts à ce niveau. Qui va les assumer? Allez-y. J'en viens. Vous savez, quand nous sommes dans une république, il faudrait qu'on apprenne à écouter toutes les voix de manière humaine. Sinon, après, on va taxer certains de terroristes, de machins. Pourtant, parfois, les gens s'expriment mal dans une cause qui semble juste. Pourtant, s'ils avaient adopté une autre posture, l'issue ne serait pas aussi difficile que celle qui a été et que nous déplorons tous. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Stéphane, c'est simplement pour ma part la gestion non achevée d'une crise post-électorale. Parce que l'attitude du ministre Issa Chiroma Bakary, après que tous les Camerounais aient convenu, ça a été clair, que celui qui est élu chef de l'État, c'est M. Paul Biya, il n'y avait plus de discussion à ce niveau. Parce que les deuxièmes à l'élection présidentielle, un a dit que les rendus du CC, c'est des dogmes, et l'autre a dit que quand une loi est annoncée, une décision est prise, il n'y a pas de discussion. D'où ma question, vous avez parlé d'un homme qui aime le Cameroun, d'un homme qui aime les Camerounais, mais aussi, et justement, vous-même, vous le connaissez, ne pas comprendre ce qui s'est passé. À quel moment il y a eu ce changement? Voilà. À quel moment est-ce que vous quittez le navire, quand vous démissionnez Jean-Maurice Mbok, est-ce que le candidat Issa Chiroma est dans cette posture jusqu'au boutiste, où il se reconnaît comme président, où il a gagné? À quel moment est-ce qu'il bascule vers tout ce qui est arrivé après? Au moment où il se met à écouter plusieurs sons de cloche qui n'étaient pas toujours des sons de cloche formels. Parce que je vous rappelle simplement que, et c'est là qu'il faut qu'on rende la justice aux Camerounais. L'être humain est essentiellement influençable, surtout quand il croit à son projet, surtout quand il croit à sa dynamique. Et je crois que l'influence qu'il a eue, et c'est pour ça qu'il faut expliquer les arrestations qu'il y a eu. Parce que l'absence de communication crée le flou. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour rien. Pourtant, ils ont été arrêtés parce qu'ils ont participé à la mauvaise communication qui consistait à dire que tu as gagné et on a des preuves. Ça, c'est la mauvaise communication parce que personne n'a le pouvoir, de par la loi en tout cas, de proclamer les résultats et de dire qu'il a gagné une élection présidentielle. Personne n'a ce droit. Bon, ces gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont, pour certains brandis des PV, certains a été très péremptoire que tu as gagné. Il y a eu une mauvaise influence qui accompagne du narratif de la tricherie, d'une envie de l'entourloupe et tout ce que vous pouvez imaginer. Le cadre, le contexte était difficile et il fallait gérer la situation autrement. Mal lui a pris parce que non seulement il a choisi d'écouter ce camp-là, nous, de cet autre camp, et je n'étais pas seul dans le FSNC, nous lui disions, c'est pas à toi de faire ça.
tu ne peux pas entrer dans cette dynamique. Et nous pensons qu'il y a mieux à faire. Et si on a la majorité à l'Assemblée nationale, là, on pourra implémenter... Pourquoi ne vous avez pas écouté Jean-Moïse Mbok, puisque votre posture semblait tout au moins rassurante, ne serait-ce que pour un positionnement à venir, votre posture semblait républicaine, c'est-à-dire on pouvait construire à partir même d'autres éléments du pouvoir. On parle de l'Assemblée, on parle des communes, on parle des autres institutions. Est-ce que le candidat Issa Chiroma, le ministre Chiroma, ne se voyait que président? Non, ce n'est pas qu'il ne se voyait que président. Je dis qu'il y a eu une influence négative, malheureusement à laquelle il a cru, qui finalement l'a amené, on va parler comme au quartier, l'a amené en brousse ou dans le marigot, comme le colonel disait qu'il ne veut pas se retrouver avec les crocodiles dans le marigot. Il est rentré dans le marigot justement parce que les gens ont oublié que la colère, la tension, le ressentiment ne fait pas la loi. Le désaveu, ça ne fait pas la loi. Une élection présidentielle est encadrée. Elle est encadrée du début à la fin. Ouais. Et parce qu'elle est encadrée du début à la fin, et je suis bien d'accord avec M. Guizogo, quand vous êtes un homme d'État, vous ne pensez pas qu'à la fonction. Vous ne pensez pas qu'au poste. Vous pensez aux générations futures. Et là, il y a eu une tournure bizarre et compliquée. Donc aujourd'hui, le premier pan qui est jusqu'à l'élection, on a eu un leader qui nous a montré son amour pour le pays, qui nous a montré sa ferme détermination de servir la nation, d'apporter un plus. Et nous qui étions dans le biotope de la communication, nous rappelions quand même que nous sommes dans un cadre où on peut être deuxième. On peut même être troisième. Parce que dans une élection, il ne faut pas être péremptoire. On avait quand même des gens qui étaient là avant nous. Bien sûr. On estimait que s'ils avaient bien manœuvré, ou s'ils avaient créé des associations utiles, ils pouvaient être au devant de nous. Et ça, c'était des choses qui étaient entendues parce qu'on se le disait. Nous n'avons pas, nous, de ce côté, bercé le ministre Chiroma d'illusions ou de rêves. On lui a dit, on est réaliste, on est concret. Et ça, c'est un discours qu'il a écouté, qu'il a entendu pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je refuse de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé après. Je dis simplement qu'il y a eu un marigot, il a cru à ce marigot, il est tombé dans le marigot et les crocodiles sont en train de faire la fête. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, merci. Donc, permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Oui, votre propos. Oui, aujourd'hui, il faut rappeler que, et j'insiste là-dessus, la résolution totale de la crise post-électorale va passer par non seulement la libération de ceux qui peuvent être libérés, mais aussi une ouverture et un dialogue qui permettra que non seulement on soit clair sur sa situation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous reproche, qu'on le dise clairement? Est-ce qu'il ne craint rien à revenir au pays? S'il ne craint rien, qu'il revienne, et puis que la vie continue. Et je crois que c'est là que la société civile, les médias, les hommes politiques et même nos gouvernants peuvent, cette main tendue, peuvent utiliser la main tendue du chef de l'État pour que finalement on montre la hauteur et la grandeur de la démocratie camerounaise. Parce que le chef de l'État l'a dit, il souhaite que son histoire soit retenue dans la dynamique de la démocratie et le progrès. C'est donc une occasion de rappeler que nous sommes un peuple de démocrates, nous sommes un gouvernement de démocrates, nous sommes une nation de démocrates où nous pensons que le dialogue prime sur la sanction ou sur la coercition. Merci Jean-Moïse Mbok. Dr Badjek, là il est abondamment à suivre le narratif du Dr Mbok des stratégies. On a peut-être dans la communication, dans l'entourage, dans l'équipe du candidat Chiroma, on a manqué de hauteur peut-être, de stratégie certainement, puisqu'on se rend compte quand même qu'il y a un changement du positionnement du candidat. Il y a un républicain qui s'en va, qui recueille l'adhésion des Camerounais, mais le résultat rendu, on a un jusqu'au boutiste qui apparaît, qui est en capacité d'influencer et d'envoyer les Camerounais dans la rue, et malheureusement, il y a des morts. Est-ce qu'à ce niveau, on ne va pas se dire qu'on aurait pu faire mieux et que le candidat Chiroma a plus ou moins manqué son rendez-vous avec la grande histoire du Cameroun? Mais vous avez commencé par la réponse. Vous avez parlé de stratégie. Il y a eu un hiatus stratégique fondamental. Il n'y a jamais eu de stratégie parce que lorsqu'il y a une stratégie qui est montée,
on a une vision, comme je le répète, il y a une axiologie stratégique, il y a une idée maîtresse, il y a un effet final recherché, il y a des facteurs de succès, il y a des facteurs d'échec. Dans les facteurs de succès, on sait qu'on peut gagner, et dans les facteurs d'échec, on sait que, n'est-ce pas, ceux qui compétissent contre nous peuvent également gagner. Maintenant, il y a l'autre attitude qui arrive juste après, l'attitude républicaine, qui consiste à reconnaître, mais vous savez, c'est une passion dans nos démocraties tropicales qui passe facilement de l'effervescence à l'évanescence. C'est pas l'ouragan Chiroma qui a permis à peut-être l'entourage de croire que justement il y avait des choses à faire. Non, c'est pas justement la dynamique Chiroma avec ces discours, avec ces meetings plein de monde, plein d'effervescence qui ont amené le candidat à penser que son heure était arrivée. Attendez, il faut faire attention aux effets de la télévision, n'est-ce pas? Combien avait des cartes d'électeurs parmi tous ceux qui gesticulaient tout autour? Il faut faire très attention de juger les marqueurs là où ils sont. Quand moi je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la démocratie tropicale qui passe de l'effervescence à l'évanescence, c'est bien de cela que je parle. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour notre pays, c'est la responsabilité du politique, qui peut avoir une ligne de conduite et aller. Mais si jamais ce politique est égocentrique et pense qu'il n'y a que lui, il ne peut rien construire pour l'avenir. Quand je vous parle de prospective au niveau de la stratégie, vous avez vu des acteurs politiques qui ont duré dans les abysses et qui sont ressortis. François Mitterrand. Et qui ont gagné après. Mais si alors... Maître Wade. Alors, moi j'ai rarement vu en Afrique, noire en l'occurrence, que le candidat qui a perdu appelle celui qui a gagné pour lui dire qu'en fait, nous n'étions pas des ennemis, mais nous étions des adversaires. Et qu'à un moment donné, on doit construire le Cameroun. Voilà un peu quel est mon problème dans cette sorte d'immaturité politique que certains acteurs politiques, qui pourtant ont le passé qui leur parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait exactement la même bêtise, le même cirque il n'y a pas longtemps, et aujourd'hui reproche aux députés de l'Assemblée à laquelle il a refusé d'appartenir, reproche à ces députés d'avoir voté une loi, alors que cette Assemblée, enfin, est dans ses droits. Vous comprenez? C'est un peu ça, c'est pour ça que je regrette. Vous savez, ici sur le plateau, je vous ai souvent dit que je regrette que le Cameroun ait une opposition faible, une opposition famélique, une opposition transparente. Pour quelle raison? Je ne suis pas de l'opposition, et vous le savez. Pour la raison simple que lorsque un parti règne sans équilibre, sans opposition constructive, ce parti fait ce qu'il veut. À partir du moment où il est sûr de gagner, il tient les tenants et les aboutissants. Alors, avec un parti qui est conséquent, un parti d'opposition qui est conséquent, les gouvernants gagnent même à les rappeler souvent en consultation pour des affaires importantes, n'est-ce pas, qui concernent la gouvernance de l'État. Aujourd'hui, moi je peux vous dire, si je suis le tout-puissant dans ma maison et que je n'ai pas mon épouse qui de temps en temps me dit que tu es rentré tard, mais je vais passer 3 jours dehors. C'est ça. Vous comprenez? Mais le fait qu'elle soit là présente m'empêche de m'abandonner un soir à côté de Dr Mbok et Stéphane, et puis voilà, vous comprenez. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui le Cameroun, honnêtement, je vous dis, j'ai le cœur qui saigne. Le Cameroun a besoin d'autres personnes. Et il faudrait donc que cette clique de personnes qui nous ont retardés puisse prendre donc la porte de la sortie politique et laisse une nouvelle génération s'installer, plus conséquente, plus intelligente et plus stratégiste. Alors, vous évoquez une classe politique à refaire, mais le candidat, ou alors le président du FSNC, je ne sais pas comment il faut appeler cette attitude. Lui se considère président. Il est en Gambie, il signe des décrets, il nomme des communicants, je ne sais pas, c'est de la gesticulation, c'est du fantasme. Comment est-ce qu'on appelle cette maladie où on a une assise qui dans la réalité ne l'est pas? Est-ce que, justement, aussi, Dr Badjek, lorsque l'on parle de construction, ou alors d'oublier le passé, de construire un Cameroun nouveau, il ne faudrait pas penser à justement ramener ces acteurs sur la table, essayer de penser les plaies et de voir si on peut s'asseoir et construire une classe politique avec des acteurs un peu plus cohérents et consistants? Moi, je pense que le climat a eu le temps de se desserrer et de s'apaiser depuis le temps. Il peut revenir au pays, ça, sûrement. Moi, je vous ai tous suivis aujourd'hui et je fais de vos impressions les miennes. C'est pour ça que je ne reviens pas dessus.
je ne sais pas s'il a une condamnation ou bien ça, un soupçon qui pèse sur lui. Pourquoi il reste hors du pays? Non. Pourquoi il ne revient pas? Non, attendez. Vous savez, quand on a un candidat qui a eu plus de 30% aux élections, c'est-à-dire près du tiers, on représente quelque chose, on représente un poids politique. Et on ne reste pas dehors. Voilà. On ne reste pas dehors si les gens qui ont lutté pour votre cause sont enfermés. Il doit venir ici, appeler même l'attention de celui qui gouverne et dire que bon voilà, maintenant c'est dit, vous voulez qu'on dirige le Cameroun, je suis en train de plaider pour que cela sorte. Il devrait reconstituer sinon. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant de son parti? Il a bougé tout le monde, il a tout détruit et tout cela. Qu'est-ce que le MRC est aujourd'hui? Ce sont les conséquences qui sont triviales. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons une opposition qui est complètement transparente et qui ne fait pas l'objet, n'est-ce pas, des attentes du peuple camerounais. Pourquoi? Parce que ne vous attendez pas à ce qu'un membre du RDPC, un politique du RDPC aille à l'encontre des décisions de son président. Il y a une discipline de parti qui existe. Oui. Alors pour qu'on puisse au moins se contrer avec des idées nouvelles, toujours avec l'appropriation du fait que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui dirigent. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils peuvent diriger à partir de la rue. C'est très clair. Ouais, voilà. Alors il faudrait que les gens comprennent ça. Mais je peux vous dire que si jamais des idées sont construites et exposées sagement, avec toute leur pertinence, elles peuvent être considérées par le pouvoir en place. C'est ça. Merci, docteur Badjek. Alors, monsieur le maire Ngoulou, je vous questionne sur des aspects purement liés à l'image même du Cameroun, de la démocratie au Cameroun. Est-ce qu'il fait bon, lorsqu'on s'appelle Cameroun, et lorsqu'on est en train de construire une démocratie, lorsqu'on est en train de construire une république des chances pour tous, une république d'égalité, que le deuxième à l'élection présidentielle soit hors de nos frontières? Est-ce qu'il fait bon? Est-ce que, si par hasard le président Chiroma a décidé de rentrer au pays, est-ce qu'il y aurait péril sur sa sécurité, par exemple? Mais écoutez, Stéphane, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on vous dise. On vous a dit que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas une plainte contre ce monsieur déposée quelque part. Il est sorti de lui-même. Qu'il revienne et qu'on voit comment le pouvoir va se comporter. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas été d'accord avec Dr Mbok parlant de Issa Chiroma comme un patriote qui aime le Cameroun. Je pense qu'il a oublié les derniers meetings où il disait clairement où il gagne ou alors c'est le chaos. C'est-à-dire que pour lui, en allant à cette élection, il n'y avait pas une possibilité... Est-ce que ce n'est pas les paroles de circonstances, face à une foule en transe? Peut-être il leur disait tout simplement, en bon communicant que le ministre Chiroma est, il leur disait que c'est qu'il voulait entendre. Sachant que lorsque la vérité va arriver, il pourrait changer de discours. Je ne sais pas ce que vous entendez par discours de circonstances. Un homme politique dit ce qu'il devra faire après avoir gagné ou perdu. Vous ne faites donc pas un discours de circonstances qui est un discours électoraliste et un autre pour dire ce que vous allez faire du pays si jamais les Camerounais vous font confiance. Je crois que les discours présageaient déjà de ce qui allait se passer. Parce que quand un candidat vous dit si je ne gagne pas, c'est le chaos. C'est-à-dire je ne suis que président. Il n'y a pas une autre possibilité. C'est pour ça que quand Dr Badjek parle de transparence, c'est-à-dire que le mot a tout son sens. Les hommes politiques que nous avons sont suffisamment égoïstes parce qu'ils viennent... C'est d'abord des messies. C'est-à-dire que... C'est votre président, je présume. Non, mais mon président, la preuve, le jour de l'élection, un journaliste s'est amusé à lui demander demain après l'élection quel sera le premier acte. Il a dit mais attends, je ne suis que candidat, je ne décide pas. Je n'ai pas de projet à faire tant que les résultats ne sont pas sortis. Oui. Alors vous avez donc des gens qui sont des messies. C'est-à-dire que et ça c'est il y a un groupe d'individus au Cameroun. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, les gens sont tapis
en Occident, ils téléguident les hommes politiques camerounais à leur guise. Ils vous vendent des choses qui ne peuvent même pas se réaliser. Et c'est ça qui a pris. Parce qu'à un moment donné, si vous regardez de manière chronologique le candidat Chiroma, je ne parle pas du ministre, je parle du candidat. Oui. Les premiers meetings, il était hésitant, c'était quelqu'un, il était naturel, c'était un homme normal. Les derniers meetings, vraiment, il parlait déjà avec un ton présidentiel. C'était pas normal de parler avec un ton présidentiel? Non, on est d'abord candidat. Moi, je dis, au Cameroun, notre problème, c'est nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a quand même des hommes politiques qui charbonnent au quotidien, qui sont sur les plateaux, qui essaient de dire des choses, et des choses cohérentes qui peuvent aider les Camerounais. Mais à la veille des élections présidentielles surtout, les messies naissent de partout. Vous avez des gens que pendant 7 ans, vous ne le voyez pas. 2 ans avant, il commence déjà les coalitions. Il est le président de telle coalition. On va chercher le candidat sur le numérique. C'est tout ça qui embrouille les Camerounais. Et vous savez, quand quelqu'un souffre, c'est pour ça que les gens adhèrent beaucoup aux églises de réveil. Donc vous reconnaissez quand même que les Camerounais souffrent? Non, mais le dire n'est pas mentir. Il y a quand même la souffrance que nous voyons sur les visages des Camerounais. Nous avons des familles. Vous qui êtes journaliste, je crois que chaque week-end, vous avez des appels, j'ai perdu, machin, fait quelque chose, ainsi de suite. Malheureusement, monsieur le maire. Donc, vous voyez donc que nos hommes politiques aujourd'hui, nous avons plus de messies que d'hommes politiques. Et c'est pour ça que dès qu'ils vous mettent sur un piédestal, ils vous vendent les rêves, ils vous disent qu'ils vont envoyer l'argent, ils vont aller vous installer et tout dit. Il y a même un courant que le chassement, on va chasser tel pour t'installer. Alors, les gens ne se prennent plus pour des candidats ou des Camerounais ordinaires qui proposent une autre manière de penser le Cameroun. Parce que Maître Guy Zoroké ici aujourd'hui, vous allez voir peut-être à la veille des législatives et municipales, on ne peut plus parler de lui. Il a beau dire que j'ai un parti, je voudrais si, on ne le suit pas. Ceux qui ont des connexions à l'extérieur vont donc commencer à vous dire comment ils vont penser le Cameroun autrement, comment c'est leurs messies là qui sont la solution. Vous avez des gens qui vous disent que si tel n'est pas président au Cameroun, le Cameroun est perdu. Ce n'est pas normal. Merci.